た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。光り輝く街の裏、涙を隠す影がある。働く手は血に染まり、夢は資本のりに消えた。立ち上がれ若き力、今こそ世界を変える時。燃やせ燃やせ革命の炎、世界をつなぐ赤い旗。我らの声が未来を作る。資本の鎖を断ち切れ。叫ぶように抑圧の闇を裂いてゆけ。この補充を霊道者の手に、革命は止まらない。La Ligue communiste Kyosan-tsugi Shadome, aussi connue sous le nom de Bund, fut une organisation politique radicale qui vit le jour au Japon dans les années 1950. Elle se distingua par son engagement marxiste-léniniste et sa participation active aux mouvements sociaux et aux luttes ouvrières durant les décennies suivantes. Son histoire est étroitement liée à la montée de la gauche radicale au Japon et à l'opposition à l'impérialisme, notamment l'implication du Japon dans la guerre froide, son alignement bien entendu dans le bloc de l'Ouest et sa relation compliquée avec les États-Unis. Cette après-guerre au Japon fut marquée par une effervescence politique jamais vue depuis la fin du Bakumatsu à la fin du XIXe siècle. La défaite du Japon en 1945 et l'occupation américaine avaient laissé une société brisée et en perte de repères. Dans ce contexte, les idées marxistes et socialistes connurent une résurgence importante, notamment à cause des conditions de vie difficiles de la classe ouvrière. Le Parti communiste japonais joua un rôle central dans cette période. Cependant, des tensions internes autour de la ligne idéologique menèrent à des scissions. La Ligue communiste fut fondée en 1958 par un groupe de jeunes militants qui se détachèrent du Parti communiste japonais. Ils reprochaient à ce dernier de s'être trop modéré et d'avoir adopté une ligne de collaboration avec la gauche parlementaire et les institutions bourgeoises, notamment après l'introduction de la stratégie pacifique du PCJ, le Parti communiste japonais, en 1955. Ce groupe, influencé par le trotskisme, rejeta cette approche, estimant que la révolution au Japon devait être violente et guidée par une avant-garde révolutionnaire. Ils choisirent donc de fonder une organisation indépendante et se lancèrent dans des activités militantes plus radicales et des actions terroristes. Le surnom Bund, mot allemand signifiant ligue, que l'on donna dans la presse à ce groupuscule, fait référence à l'organisation Jewish Workers' Bund, une organisation socialiste juive d'Europe de l'Est. Cela montrait une volonté d'internationalisme et une inspiration des luttes communistes au-delà des frontières japonaises, ce qu'ils firent en étendant leurs activités au Moyen-Orient. L'idéologie de la Ligue communiste fut fortement marquée par le trotskisme. Elle se positionnait en opposition tant au stalinisme qu'à la social-démocratie. Le groupe croyait en la révolution prolétarienne mondiale et estimait que le Japon, en tant que pays impérialiste allié des USA, jouait un rôle central dans la perpétuation du capitalisme mondial.
Ses membres prônaient la solidarité avec les mouvements de libération nationale, notamment en Asie et au Proche-Orient, et luttaient contre l'impérialisme américain, en particulier la présence militaire des États-Unis sur le sol japonais. La Ligue communiste participa activement aux manifestations contre le traité de sécurité nippo-américain, l'ANPO, qui permettait aux forces armées américaines de maintenir des bases militaires sur le territoire japonais. En 1960, les protestations contre le renouvellement de ce traité culminèrent en d'énormes manifestations à travers le pays, auxquelles le Bund joua un rôle moteur. Les membres de la Ligue participèrent également à des actions plus discrètes, souvent violentes, et s'engagèrent dans des affrontements avec la police ou des groupes de droite, soutenus par les familles Yakuza, fervents anticommunistes et soutien historique des groupuscules et groupes nationalistes. Dans les années 60, la Ligue communiste se radicalisa encore davantage. Elle se rapprocha des étudiants révolutionnaires, notamment à travers le Zengakuren, une fédération de syndicats étudiants marquée par une ligne d'ultra-gauche. Cette période vit également une fragmentation du mouvement. À force de tensions et de luttes internes, en 1966, la Ligue communiste se scinda en deux groupes majeurs, dont la faction rouge de la Ligue communiste, Sekigun-ha, qui deviendra plus tard tristement célèbre sous le nom de l'Armée rouge japonaise. Ce groupe adopta une stratégie de guérilla armée et participa à des actions terroristes à l'international, mais aussi nous retrouvons la faction reconstruction Saiken-ha qui tenta de réorganiser et de restructurer la Ligue tout en restant active dans les mouvements de gauche et le syndicalisme. La Sekigun-ha gagna alors en notoriété à cause de son implication dans des actes de violence, y compris des détournements d'avions et des attaques terroristes, tandis que la Saiken-ha continua d'organiser des actions militantes sur le terrain, organisant les syndicats et les centres sociaux dans les quartiers. À partir des années 1970, les divisions internes, la forte répression policière et les changements dans le climat politique menèrent à un affaiblissement progressif de la Ligue communiste. L'engagement de certains groupes dans des actes de terrorisme international, en particulier ceux liés à l'armée rouge japonaise, aliénant une partie de l'opinion publique et contribuant à la perte d'influence de la gauche radicale. Cependant, la Ligue a laissé un héritage durable dans l'histoire politique du Japon d'après-guerre. Elle a contribué à façonner le mouvement étudiant et à radicaliser une partie de la jeunesse japonaise dans les années 60 et 70. De plus, ses idées et son militantisme ont influencé de nombreux mouvements contestataires, y compris ceux en faveur des droits des minorités et contre l'impérialisme. En résumé, la Ligue communiste du Japon a été un acteur clé dans les luttes politiques radicales d'après-guerre, jouant un rôle de premier plan dans les mobilisations contre l'impérialisme et pour la révolution prolétarienne, bien qu'elle ait progressivement disparu sous l'effet des scissions internes et de la répression étatique. La faction armée rouge Sekigun-ha fut un groupe radical issu des mouvements d'extrême gauche des années 60. Ce mouvement marxiste-léniniste s'inscrivit dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques inspiré par les révoltes étudiantes du monde entier, les mouvements anti-impérialistes et les contestations contre l'occupation américaine du Japon. La Sekigun-ha, souvent confondue avec l'armée rouge japonaise Nihon Sekigun, a suivi un chemin tortueux d'idéologie et de violence avant sa dissolution. Voici un aperçu de son histoire, de ses principaux membres et de son parcours. La faction armée rouge a été fondée en 1969 par des dissidents du Zenkakuren, la fédération des associations d'autogestion des étudiants japonais, qui était alors l'un des principaux mouvements étudiants du Japon. Ces étudiants radicaux s'opposaient à l'impérialisme américain, bien entendu, en particulier à l'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis, symbolisée, comme vous le savez, par le traité de sécurité nippo-américain, encore et toujours au centre de la contestation dans ces années-là.
et il cherchait à propager une révolution mondiale d'inspiration marxiste-léniniste. La faction se sépara du Parti communiste japonais considéré comme trop modéré et réformiste et prôna une lutte armée pour instaurer le communisme par les armes. Le groupe fut profondément influencé par les mouvements révolutionnaires de l'époque, notamment la révolution culturelle chinoise, les révolutions à Cuba et au Vietnam, ainsi que les actions de groupes terroristes européens qu'ils admiraient, tels que la Fraction Armée Rouge, RAF en Allemagne de l'Ouest et les Brigades Rouges en Italie. Okudaira Takeshi fut l'un des cofondateurs de la faction, il deviendra l'un des membres influents de l'armée rouge japonaise qui naîtra par la suite. Il est impliqué dans plusieurs actions violentes à l'international, notamment la célèbre prise d'otage de l'aéroport de Lod en 1972. Shigenobu Fusako, bien que sa notoriété soit davantage liée à l'armée rouge japonaise qu'à la faction armée rouge elle-même, Shigenobu a joué un rôle central dans la propagation des idées révolutionnaires et dans la liaison entre le Japon et les mouvements de libération au Moyen-Orient. Elle a cofondé la RJ après la dissolution de la Sekigunha et s'est installée au Liban pour y organiser des opérations internationales. Mori Itsuneo, une autre figure importante qui fut un leader de la Sekigunha et qui jouera plus tard un rôle crucial dans la scission de l'organisation qui mènera à la formation de la United Red Army, la Engo Sekigun. Après sa formation, la Sekigunha s'engagea vite dans des activités clandestines pour mener la lutte armée contre l'État japonais. Ses membres participèrent à des braquages, des prises d'otages, des affrontements avec la police et des actes de sabotage. Le groupe était connu pour sa volonté d'organiser une révolution mondiale par le biais d'actes de guérilla partout et tout le temps. En 1970, une première tentative spectaculaire de soulèvement international eut lieu avec le détournement du vol 351 de la Japan Airlines, où 9 membres de la faction s'emparèrent d'un avion en direction de la Corée du Nord. Revenons un peu sur cet incident majeur dans l'histoire politique japonaise. Le détournement du vol 351 de la Japan Airlines, également connu sous le nom d'incident du vol Yodogo, s'est déroulé le 31 mars 1970 en plein cœur de la période de contestation et de radicalisme de la jeunesse étudiante qui acceptait de plus en plus l'idée de la violence politique comme moyen de rupture. Ce jour-là, le vol JAL 351, un Boeing 727 de la Japan Airlines, quitta Tokyo pour Fukuoka au sud du Japon. À bord se trouvaient 129 passagers et 7 membres d'équipage. Peu après le décollage, 9 jeunes membres de la faction armée rouge se levèrent armés de katanas et de bombes artisanales. Ils déclarèrent le détournement et revendiquèrent un plan audacieux. Ils exigèrent que l'avion prenne la direction de Pyongyang, en Corée du Nord, où ils espéraient être accueillis par le régime de Kim Il-sung, alors vu par les membres de la faction comme un modèle communiste rigoureux et pur. Les pirates de l'air, des étudiants japonais radicalisés, diront avoir été inspirés par les martyrs des attaques terroristes du monde entier, qu'ils voyaient comme une entité indivisible de combattants pour la liberté. Dans leur vision, rejoindre la Corée du Nord, bastion communiste radical isolé, leur offrirait un sanctuaire et un lieu de formation pour préparer une future révolution mondiale. Le vol 351 atterrit une première fois à Fukuoka où les négociations avec les autorités japonaises purent commencer. Les pirates menaçaient bien sûr de faire exploser l'avion si leurs demandes n'étaient pas respectées et d'exécuter des passagers. Dans une tentative de désamorcer la situation et après un énorme travail de négociation, les autorités japonaises leur permirent de reprendre les airs tout en convainquant les pirates de faire escale à l'aéroport de Gimpo en Corée du Sud en prétendant une nécessité de ravitaillement. À Gimpo, l'avion fut encerclé par des forces sud-coréennes armées et les négociations se poursuivirent dans un climat tendu. Les pirates, méfiants mais déterminés, insistèrent pour continuer vers Pyongyang. Finalement, après plusieurs heures d'échanges difficiles, ils obtinrent l'autorisation de voler vers la Corée du Nord.
l'avion put enfin atteindre Pyongyang où les pirates furent accueillis en héros par les autorités nord-coréennes. Une fois les passagers libérés et rapatriés, les 9 membres de la faction Armée Rouge furent pris en charge par le régime nord-coréen qui leur offrit asile et soutien pour leurs idéaux révolutionnaires. On apprendra plus tard que cet enthousiasme sera de courte durée car le régime de Pyongyang se montrera vite suspicieux envers ces enfants d'un pays ennemi et des rumeurs d'internement et même d'exécution pour certains des 9 membres terroristes japonais commencèrent à circuler. Cet incident choqua le Japon et le monde entier, illustrant la gravité du climat d'instabilité politique et de révolte qui traversait alors la jeunesse japonaise. Les membres de la faction Armée Rouge espéraient inspirer d'autres jeunes à se révolter, mais leur geste restera controversé même chez les plus radicaux. Certains virent dans cet acte de piraterie un acte de désespoir idéologique, d'autres le considérèrent comme un exemple de la radicalité désespérée et vaine typique de cette époque. Au fil des années, les autorités japonaises tentèrent de rapatrier les pirates de l'air, mais seuls quelques-uns rentrèrent au pays souvent pour y être jugés. 5 d'entre eux ne montrèrent plus jamais signe de vie, alimentant les rumeurs de l'époque, et nous parlerons du plus fameux d'entre eux à la fin de cette vidéo. En 1971, le Sekigun-ha se divisa, menant à la création de 2 factions distinctes, l'Armée Rouge japonaise, dirigée par Shigenobu Fusako, et la United Red Army, formée de membres restants du groupe originel et d'une autre faction radicale, l'armée révolutionnaire japonaise, mais ça je vous en ai déjà parlé en détail. La faction Armée Rouge et la Ligue communiste furent 2 mouvements très importants dans l'histoire des groupuscules terroristes japonais des années 60 et 70. Laboratoire de la radicalité politique, on sait aujourd'hui que les leaders des principaux courants extrémistes qui rougirent de sang l'actualité internationale des années qui suivirent y firent leurs armes et y apprirent à exercer leur discipline révolutionnaire. La plupart des membres de ces 2 unités perdirent la vie lors des attaques terroristes ou furent arrêtés même des années plus tard. Seuls quelques-uns purent continuer à vivre leur rêve de révolution globale et de paradis marxiste avant, pour nombre d'entre eux, de se heurter à la réalité. En guise de conclusion, je voudrais dresser le portrait de l'un de ces héros de l'utopie idéaliste, rêveur, musicien, novateur, puis terroriste violent, Wakabayashi Moriaki. Wakabayashi Moriaki est né le 26 février 1947 à Kusatsu, dans la préfecture de Shiga, dans une famille de la haute société japonaise, d'un père haut fonctionnaire et d'une mère écrivain et poète. Il grandira avec ses 2 sœurs dans un environnement protégé et aux nombreuses activités culturelles, notamment au contact d'intellectuels étrangers, dont quelques penseurs et professeurs français, et fera une scolarité brillante au lycée Zeze à Otsu, un établissement d'excellence. Il entrera à la faculté d'études économiques et sociales de Doshisha à Kyoto. En 1967, il cofondera le groupe de rock psychédélique les Ralisei Denude, vite connu pour son style très expérimental, mais aussi pour son idéologie anti-establishment, au cœur de la scène underground japonaise. Au fil des années, comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se radicalisera face aux tensions politiques croissantes au Japon, en particulier contre la présence militaire américaine et les politiques économiques et sociales conservatrices du gouvernement japonais. Bassiste et principal auteur du groupe, il rejoindra la faction Armée Rouge et n'écrira quasiment plus que sur la révolution prolétaire mondiale, mais aussi, et c'est ce qui lui vaudra son renvoi du groupe, sur la lutte armée et la légitimité du terrorisme. Il se radicalisera très vite et son idéalisme romantique le fera rejoindre les groupes d'entraînement du mouvement en vue de commettre des actions d'éclat. Le 31 mars 1970, Wakabayashi et 8 autres militants de la faction Armée Rouge prirent d'assaut le vol 351 de la Japan Airlines qui décollait de Tokyo en direction de Fukuoka.
Wakabayashi et ses compagnons reçurent l'asile politique en Corée du Nord où ils passèrent plusieurs décennies. Le régime leur fournira logement, éducation et soutien pour leur cause révolutionnaire et tous et toutes se marièrent et fondèrent une famille avec des cadres du Parti communiste, enfin tous, peut-être pas. Toutefois, leur situation en Corée du Nord restera très ambivalente, bien qu'ils soient théoriquement libres de poursuivre leurs idéaux. Ils vivaient sous un régime autoritaire qui surveillait étroitement leurs activités et leurs communications, mais aussi les exhibait régulièrement comme des trophées, des fruits de la décadence occidentale adoptée par le Japon, l'ennemi héréditaire converti au bonheur socialiste. Pendant les années 70 et 80, les autorités japonaises et internationales cherchèrent à les rapatrier pour les juger, mais les pirates restaient introuvables, protégés par Pyongyang. Wakabayashi ainsi que plusieurs autres membres du groupe furent également accusés d'avoir été impliqués dans une série d'enlèvements orchestrés par la Corée du Nord dans le but d'enseigner la culture et la langue japonaise aux agents nord-coréens. Bien que Wakabayashi niât toute participation directe à ces enlèvements, des documents et témoignages lient les membres du groupe Yodogo à ces opérations clandestines. Au fil des ans, Wakabayashi Moriaki et d'autres membres de la faction Armée Rouge restés en Corée du Nord furent confrontés à l'isolement, à une vie de restriction et de surveillance permanente. En dépit des épreuves, Wakabayashi comme ses compagnons conservèrent en partie leurs convictions politiques, mais ils exprimèrent aussi des regrets sur les conséquences de leurs actions. En 2004, Wakabayashi publia ses mémoires dans un livre intitulé Yodogo Ryokoki, journal de voyage de l'incident Yodogo. Il revenait sur sa vie en Corée du Nord et sur son implication dans le détournement. Dans cet ouvrage aussi, Wakabayashi décrivit la difficulté de vivre loin de son pays natal tout en tentant de poursuivre ses idéaux révolutionnaires sous un régime strictement contrôlé. Contrairement aux autres membres du groupe terroriste, Wakabayashi se maria avec une des membres de leur commando, Sakiko, en 1976, avec qui il eut 2 enfants qui reçurent une éducation politique stricte de la part du gouvernement de Pyongyang, en faisant aussi des cadres du parti. La dernière fois que l'on a eu de ces nouvelles, c'était en 2014, lors d'un communiqué en forme d'autocritique, toujours résident de Corée du Nord malgré lui, si l'on en croit l'interview qu'il avait donnée aux médias Kyodo News en mars 2010, dans laquelle il dit vouloir rentrer dans son pays et comparaître devant un tribunal pour répondre de ses crimes. Wakabayashi Moriaki fut l'un des rares adeptes des mouvements communistes révolutionnaires japonais de ces années-là à pouvoir vivre son rêve de paradis marxiste au quotidien. Les appels à l'aide qu'il lança lors de cette interview furent sûrement à l'origine de sa disparition des radars pendant 4 ans et son internement dans une unité de rééducation politique où il put écrire ce communiqué dicté par les cadres du parti. On ne sait s'il est toujours en vie ou s'il a été éliminé par ce régime qui l'aimait tant et voulait propager sur la terre entière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, pensez à mettre un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner et à partager autour de vous. Ma chaîne étant démonétisée par YouTube, vous pouvez m'aider à continuer le travail et payer les logiciels de montage et les archives payantes en me soutenant sur Tipeee. Et merci à ceux qui le font déjà, en vous abonnant à la chaîne via le bouton rejoindre sous la vidéo, en envoyant un super thanks, le petit cœur sous la vidéo, ou en me soutenant via PayPal, le moyen le plus efficace car sans retenue de la part d'une plateforme. Retrouvez mes livres sur les sites de mes éditeurs Camion Noir et Serial Pleasures et n'hésitez pas à demander pour une dédicace. Allez jeter une oreille sur ma musique en allant faire un tour sur mon Bandcamp et regardez donc en description, il y a tous les liens utiles. Voilà,
Je vous laisse, après cette parenthèse politique, je reviens à des affaires plus classiques et un certain éventreur et sa sinistre épopée m'attendent. Matane. Kuda